Bonjour et bienvenue. On vient de passer un bon moment à préparer notre article sur les sorties de jeux de société pour 2026 et franchement, l'année s'annonce assez folle. Ah oui, c'est le mot. C'est une année de grands écarts en fait. On va voir comment des chatons voleurs peuvent cohabiter avec des dinosaures et des géants du jeu vidéo. C'est exactement ça. En analysant un peu toutes les sorties, on voit vraiment deux tendances, deux forces qui se dessinent. D'accord. D'un côté, il y a cette vague de thèmes animaliers, écologiques presque, Mhm, et engagés. mhm. Et de l'autre, la puissance brute des grosses licences, celles qui n'ont rien à prouver pour être attendues. Commençons par le plus petit alors. Le plus léger, mais peut-être le plus malin du lot. 4 tricks. Ah, 4 tricks. Un jeu de plis sur des chatons qui volent des jouets. Dit comme ça a l'air tout mignon. Ça l'est, mais c'est surtout un super exemple de ce qu'on appelle la tendance du filler plus. C'est plus le simple petit jeu d'apéro, tu vois. C'est plus profond que ça. Exactement. Il y a une vraie mécanique derrière. En gros, il faut gagner des plis, mais si t'es trop gourmand, tu perds tout. C'est du stop ou encore déguisé. Ça montre que même pour les petits jeux, les attentes ont augmenté. C'est clair. Mais ça reste un petit jeu. Et j'ai l'impression qu'en 2026, même les éditeurs de grosses boîtes veulent leur part du gâteau familial. Oui, et le meilleur exemple, c'est la surprise First Giants. Ah oui. Quand on a vu que Space Cowboys, les créateurs d'Unlock, se lançaient dans un jeu de paléontologie pour les 10 ans et plus, on a été les premiers surpris. Mais attends, c'est un virage à 180 degrés pour eux, non? On sait ce qui motive ça? C'est un pari un peu risqué de sortir de sa zone de confort comme ça. C'est un pari, mais un pari calculé, je pense. Il s'appuie sur un duo d'auteurs hyper solide, Dunstan et Gilbert, Ah oui, d'accord. et il vise clairement le public passerelle. Les familles qui ont fait le tour des classiques et qui cherchent un premier jeu avec un peu plus de stratégie, mais sans que ça fasse peur. Ok, je vois. Donc on a le petit jeu malin, le familial ambitieux, et après on monte encore d'un cran en complexité avec Life of the Amazonia. Ah là. Visuellement, c'est celui qui nous a le plus marqué, je crois. Ah oui, là, on est dans le jeu initié. C'est-à-dire que les règles sont plus riches, mais ça reste accessible. On n'est pas dans l'expert pur et dur. D'accord. Le but, c'est de restaurer la forêt amazonienne, et le matériel est juste spectaculaire. Surtout cette cascade en 3D. Dans l'article, on parle de bad building. C'est une mécanique où on pioche des jetons d'un sac pour faire ses actions et on améliore ce sac au fur et à mesure. C'est hyper satisfaisant comme sensation. Tout à fait. Et tu as raison de parler du matériel. C'est devenu un argument de vente énorme sur ce créneau initié. C'est un moyen de justifier un prix plus élevé et de se démarquer en boutique. C'est clair. Bon, après ces créations originales, il faut qu'on parle des deux blockbusters. Ceux qui risquent de tout écraser l'été prochain. On ne peut pas les ignorer, non? Le premier, c'est Lego Ninjago Destiny's Bounty's Adventures. Les 15 ans de la licence. Exactement. Et pour l'occasion, ils sortent un gros jeu de plateau coopératif. L'idée, c'est de faire jouer parents et enfants ensemble pour défendre le bateau des ninjas. Et il y a ce détail qui nous avait fait rire dans l'article. Une des missions, c'est de sauver un facteur qui s'est perdu. C'est ça. Ça montre que le jeu ne se prend pas au sérieux. Ce qui est une super nouvelle pour un jeu familial. C'est un ton très Lego. Et puis, il y a l'autre, le phénomène. Celui qu'on a appelé le trublion de l'été, le jeu de cartes officiel Palworld. L'adaptation du jeu vidéo qui a fait tant de bruit. Au-delà de la controverse sur ses inspirations, qu'est-ce qu'il rend intéressant d'un point de vue mécanique? C'est son côté hybride, en fait. Imagine un jeu de cartes à la Pokémon, D'accord. mais où tu devrais en même temps construire ta base, gérer tes ressources. C'est cette fusion entre le combat de créatures et la gestion de camps qui pourrait soit rafraîchir complètement le genre, Soit être un chaos total. soit être un chaos total. Voilà. Sans parler du risque juridique qui plane toujours un peu. Donc au final, si on devait retenir une chose de notre analyse, c'est que 2026 va vraiment jouer sur tous les tableaux. C'est ça. Des petits jeux de traîtres, des jeux familiaux par des studios inattendus, des boîtes magnifiques pour joueurs initiés, et bien sûr, le rouleau compresseur des grandes licences. Et ça nous laisse avec une question de fond pour la suite, je trouve. Au-delà du succès commercial, qu'est-ce qui va vraiment rester ? Est-ce que ce sera la puissance brute d'une licence comme Palworld qui peut mobiliser des millions de fans sur son seul nom ? Ou l'innovation? Ou est-ce que ce sera une innovation mécanique, comme cette idée d'intégrer de la construction de base dans un jeu de cartes qui finira par inspirer toute une nouvelle génération de créateurs ? Le vrai verdict, de toute façon, il se fera sur nos tables de jeu.